le Morvan. Les animaux avaient deviné. On ne savait jamais tout à fait comment ils vous regardaient, étonnés ou faisant semblant de l'être pour donner le change. Mais ils voyaient à travers nous. Au commencement, ils avaient assisté à notre arrivée sur Terre et ils avaient su que des bipèdes à poils courts finiraient par les envoyer à l'abattoir. Ils sentaient bien les orages arriver, l'air se tendre et refroidir, la lumière crue intensifier ses particules, même les tremblements de terre. Depuis, ils se taisaient. Ils jouaient aux idiots pour avoir la paix. Dans l'étable, sombre lieu plein de foin et de merde qu'on avait cessé d'appeler vacherie au siècle dernier, la neige collait aux bêtes crottées. Thomas nettoierait après. Il y faisait chaud. Leur cœur, leurs poumons et leurs grosses têtes produisaient de quoi réchauffer tout le rez-de-chaussée. Les yeux dans les yeux, il dit au revoir à chacune. Il s'adressa à elle. Les Montbéliardes, comme les Cimentales, s'arrêtèrent de mastiquer. Elles se levèrent maladroitement. On avait toujours l'impression qu'elles allaient tomber. Autrefois, la Morvandelle à robe à cajou pullulait. Leur front, qu'il fût brun ou beige, était doux au toucher. Elles aimaient qu'on les caresse là. Le jeune homme passa doucement sa main. Il les bénit en quelque sorte. Aucune ne secoua sa large tête. Aucune ne protesta en meuglant. Elles jouaient leur rôle. Adieu les belles. Au fond de l'étable, le porc pataugeait dans sa bauge au milieu de ses excréments. Le bon gros prisonnier, acheté à la foire à bestiaux d'Autun, n'avait jamais été rose, plutôt ardoise. Là aussi, il faudrait nettoyer le sol, mais tant qu'il pouvait bâfrer et dormir, il ne protestait pas. La brute ne s'appelait pas Sus domesticus pour rien. Dans l'obscurité, elle leva un instant son énorme bouille, elle y pensa, puis non. Une autre idée l'avait convaincue du contraire. Les lapins, dans leur clavier de l'autre côté, avaient trop peur, toujours le dos tourné à gratter le fond de la cage avant de finir écorchés et bleus sur la table de la cuisine. Et puis Thomas n'avait jamais aimé leurs prunelles rougies, pleines des maladies nées de l'enfermement. Au sol, déambulaient quelques poules pourvoyeuses d'omelettes, elles fuyaient à peine. À chaque fois qu'il les prenait dans ses bras, il sentait leur pouls, sous leurs douces plumes. Elles s'arrêtaient de battre des ailes. Elles se laissaient faire et devenaient belles. Noires, blanchâtres, marronasses, elles aimaient qu'on les tienne ainsi. Avec suffisamment de patience, on pouvait même les bercer et les endormir. Sinon, une fois à terre, trépidantes, obtus, on avait juste envie de leur couper la tête et de les faire cuire. Toutes ces matières, ces tableaux, ces bruits, ces odeurs, cette fresque infinie d'humus, de neige fine et de pluie allaient lui manquer. La bouse même, ces larges vaisseaux posés dans le pré, pleins de petits trous, constructions complexes chaudes à l'intérieur, refuge des insectes et preuves de vie. Là-bas, là-haut, dans la ville métallique, il n'y aurait rien de tout cela. Ou d'autres matières alors. Ces mains de pixels et de terre s'y feraient. Dans quelques jours, le père l'emmènerait à la gare, dans le C15 ou alors carrément dans la 604 s'il n'y avait pas de verglas. Oui, la 604, large, rectangulaire, plus spacieuse que le canapé de la salle à manger. Elle serait peut-être briquée la veille. Il s'agissait indéniablement d'une grande occasion. Il fallait bien ça pour accompagner le traître vers la sortie. Les kilomètres vers la gare de Montbard, le long de la Brenne, avec au-dessus le ciel rose et violet de l'aube, le continent des arbres noirs à traverser, les virages verglacés à l'ombre, un animal sauvage peut-être apparaissant dans les phares, une chouette effraie, un blaireau. Thomas enregistrerait tout. Il essayerait de graver cela dans son disque dur. Ce pays entier, cette matrice qu'on disait perdue en pleine campagne. Il penserait aux nourrices sur lieu, Morvandelle, ces jeunes femmes d'il y a 2 siècles qui partaient elles aussi à la capitale pour allaiter les enfants des bourgeois. Parfois, les gens du coin évoquaient cet hallucinant exode. À certains égards, rien ne changeait vraiment.
Contrairement à ce que les gens croiraient, il ne s'agissait pas d'une ascension sociale. Bien au contraire. Thomas descendait dans la salle des machines. On ne dirait rien dans la Peugeot. On aurait tous les trois un visage de cire et les larmes aux yeux. Il s'efforcerait de ne pas penser à Lucky, le chien parti l'année précédente, membre de la famille débordant d'amour qui, lui, ne pouvait s'empêcher de l'exprimer. Le déserteur se remémorerait les noms énigmatiques des hameaux et des lieux-dits du coin, ses préférés. Leurs panneaux parfois penchant trop bas, manquant de tomber. Islande, Néron, Guillon Terre-Pleine, Source-Seine, Chastélux-sur-Cure, Girolles, les Écourés. Et puis, la ville semblant tout droit sortie de la légende arthurienne, Avalon. La Silicon Valley. Putain de gare. Thomas dut immédiatement renoncer au train. Il aurait aimé chercher des yeux Hélène parmi la foule descendant de wagons en pagaille dépêchés à sa rencontre, comme au temps de la conquête de l'Ouest, quand le chemin de fer ouvrait les horizons et forgeait les destinées. Surtout, comme dans le film préféré de son père, celui qui ne cessait de repasser le soir à la télévision. Ce pays, qui se donnait tant en spectacle qu'on finissait par ne plus connaître la matière originale, vivait au Moyen-Âge. Leur ligne de chemin fer dont ils avaient rabâché la genèse n'allait nulle part. San Francisco reproduisait le décor d'une cité européenne sans en avoir importé les avantages. Une gare de rien, une non-gare, quelle plaisanterie. Les énormes locomotives se contentaient de relier des villes côtières jusqu'à un bled nommé Gilroy. Aucune ligne ne partait vers l'intérieur. Le reste du pays n'existait pas. N'importe quelle gare de Bourgogne aurait fait mieux. Thomas changea ses plans. Autour de lui, dans cette bâtisse au banc brun foncé emprunté à une église, aux salles presque vides et aux guichets fermés, quelques personnes faisaient les 100 pas. Pas même des voyageurs égarés, plutôt des paumés attendant l'apocalypse. Jamais Thomas n'avait ressenti un pareil vertige, celui d'avoir fait un choix irréversible contre l'ordre des choses et à l'envers de sa propre destinée. Le jeune homme n'avait jamais pris le temps de réfléchir à la construction de son personnage social. Aussi rapide fut-elle, celui d'un surdoué travaillant dans un domaine de pointe, un champion que l'on transférait d'une équipe d'exception à une autre, jusqu'au moment où il se brisait lui-même les membres et renonçait à jouer la finale tant attendue. Désormais, il comprenait une phrase entendue en un autre lieu et à une autre époque. Dans la vie, il existe deux sortes d'individus. Ceux qui ont perdu quelque chose et le savent, et les autres à qui cela n'est pas encore arrivé. Si dans cet immense hall de gare, le codeur réfléchissait sérieusement à cette idée, s'il la mettait en perspective, s'il observait avec la distance nécessaire, comme il savait le faire, des lignes de programme sur un écran, il tomberait subitement à terre sur ses dalles glacées. Thomas préféra penser à la surprise pour Hélène. Il l'espérait à hauteur de son engagement à elle, sublime et courageuse promesse. Il allait monter dans un autocar et tailler la route. Elle serait la reine là-bas. Oiseau des profondeurs et des sens. Puisque Thomas vivait au pays désormais de la bagnole, ce serait un autocar de 15 mètres de long, un gréement argenté qui l'amènerait.
Et une fois celui-ci reparti vers d'autres destinations incertaines, le passager et son sac attendraient Hélène sur place. La jeune femme arriverait elle aussi dans un quart similaire, simplement depuis l'autre côté, depuis l'intérieur du pays. En mer, le point Néo désignait le lieu le plus éloigné des deux côtes. Ce serait le leur là-bas, quelque part loin de l'Atlantique, avant que le sable des grandes plaines ne vienne se jeter dans le Pacifique. Alignés en file indienne le long de l'autocar, les gens transportaient de colossaux bagages, des sacs à dos, d'énormes valises à roulettes qui craqueraient au premier escalier à franchir. Un seul bagage occupait sa poitrine. Un petit soleil pâle, le brûlant de l'intérieur, à la chaleur indolente et profonde comme l'inquiétude. À chaque fois qu'il fermait les yeux, le jeune homme tombait et retombait au ralenti. La brume ajoutait à son malaise. Depuis son arrivée, elle collait à la ville de San Francisco comme un vieux manteau à un clochard. Ce devait être pour cela que tant d'ingénieurs perdus au milieu d'une tentaculaire toile d'araignée d'entreprise tentaient à coups de silex synthétique de faire naître une quelconque lumière. Non loin de là, des sans-abri, proches cousins des zombies, erraient en s'enfonçant dans la nuit des hommes. San Francisco, dite SF, patrie de la science-fiction et des SDF, corrigea le visiteur écœuré et voyant. Lui aussi s'apprêtait à tomber du train, oubliant au passage qu'il chutait volontairement. Luxe d'entre les luxes. Ce qui n'excluait pas, pour celui qui se l'autorisait, une certaine forme de courage. Il abandonnait la vallée qu'on lui avait promise et offerte. Cette simple vérité le stupéfiait. Thomas en voulait à tout ce qu'elle portait dans ses entrailles et ses viscères, étalés le long de cette cicatrice géologique. Lui et ses semblables vivaient dans une vulgaire prothèse de plastique posée au cœur du paradis de la Californie. Bien entendu, ses collègues ne quitteront jamais la vallée. Ils s'y enracineront. Les embauches, les débauches, les financements et les projets s'y succéderont. Ils grandiront avec et ils finiront par se confondre avec eux. Sortis de ce biotope, les autochtones dépérissaient. On y croisait certains ex-patrons révérés qui, depuis leur palais, observaient entre deux parties de golf ce que préparaient leurs successeurs. Bien qu'obsolètes, ils voulaient encore admirer les dernières nées des chimères. Le superviseur, la vigie suprême, le guetteur d'anomalies avait enfin compris. La dématérialisation était une idéologie. Une idéologie aussi puissante que celle qui avait régné au siècle précédent. Une idéologie sans livre, dont seuls quelques individus comme lui écrivaient chaque jour le codex en secret. Une idéologie régissant déjà chaque aspect de nos vies, une idéologie réalisée par des outils hypnotiques, d'autant plus puissante qu'elle était invisible et qu'elle ne portait pas de nom. Lui, qui en connaissait les fondements et les architectes, l'avait vu se déployer depuis la porte de Vincennes et la vallée. Elle ne cessait de s'étendre. D'ailleurs, l'erreur qu'il corrigeait à longueur de journée était l'ajout d'espace indus dans les programmes, comme si, inconsciemment, les codeurs tapaient sur la touche la plus large du clavier dans l'espoir de mieux respirer.
Leur toute-puissante l'inquiétait aussi. Cette vertigineuse capacité à changer la destinée de leurs contemporains sans avoir la moindre idée de ce que cela recouvrait. Ils avançaient dans l'obscurité, ignorant tout de la vie et des sacrifices qu'elle exigeait. Une grenade dégoupillée aux mains d'adolescents jamais sortis de leur chambre. C'était risible. Les outils forgés dans la vallée ne fabriquaient pas des fantômes sur mesure pour leurs abonnés. Ils en faisaient des fantômes. Des hommes au corps révolu, sans terre ni attache, des individus chimères prisonniers d'une hypnose. La dématérialisation de l'humanité tout entière avait commencé. Bientôt, il ne restera plus de celle-ci que des cendres cybernétiques. Un mythe, une donnée nouvelle pour les machines. Franqueur et les autres le savaient. À San Francisco et tout autour, l'épaisse brume locale cachait ces évidences. Il résidait là, le fameux cloud. Les datas se matérialisaient ainsi. Les particules fines s'échappaient des startups et des appartements à millions de leurs actionnaires, elles montaient au ciel, se densifiaient avec le froid et finissaient par tout recouvrir dans une espèce limaille de 0 et de 1. Ainsi, San Francisco, ville lasse et forte du colossal ennui qui l'habitait, inventait des divertissements pour le reste de l'humanité. Sa carte mère reliait tous les déçus du monde. Les autres, tous les autres, qui, pour une raison ou une autre, ne participaient pas, n'existaient même plus. Et plus personne ne croyait qu'ils aient un jour existé. Bien sûr, les mots d'Hélène avaient compté dans sa décision. Elle qui lisait au cœur de la musique électronique. Elle qui voyait derrière les notes, n'y croyait tout simplement pas. Comme si la société en train d'advenir dont lui dessinait les plans n'était, comble de l'ironie, qu'une immense fiction. Thomas n'avait pas voulu compter les heures du voyage, ni le nombre invraisemblable d'arrêts. Une traversée ne se questionnait pas. Pas même son prix ni ses conséquences. Elle arrivera à destination dans 2 jours, habillée d'une façon qui lui plaira forcément, les yeux pleins de cette chose étrange qui coulait entre eux depuis qu'elle avait eu le courage d'aller toquer à sa porte. Thomas préparera son arrivée du mieux qu'il le pourra. Il lui faudra, entre autres choses, dégoter des fleurs dans le désert. Le désert. Sur le côté droit de l'opéra dormait un long bâtiment de style colonial, supposé abriter un restaurant et un hôtel. Tout aussi bas, presque enfoncé dans le sol, les parois de chaque construction étaient composées d'adobe. Cet assemblage d'argile, d'eau et de paille séchée au soleil, qui avait donné son nom à un autre titan de la vallée. Des colonnes alignées formaient un immense couloir le long de la structure en face de laquelle une voiture poussiéreuse était garée. Autour, les autres constructions, tout aussi plates et lunaires, semblaient elles aussi fermées ou abandonnées. Sous la voûte céleste, chaque édifice avait été construit à angle droit et peint à la chaux. Il s'agissait de durer face aux éléments. Thomas le non-voyageur n'avait jamais autant approché le tropique du Cancer, cette ligne invisible qui le fascinait sur les cartes. Et voilà qu'il découvrait une véritable zone blanche, une entité vierge où quelques centaines de pionniers avaient vécu avant de mourir. D'après ses recherches, il y a plus d'1 siècle et demi, une entreprise, la Pacific Coast Borax Company, avait édifié là un campement
puis un village afin que ses employés exploitent les mines des alentours. Il cherchait du borax, un sel complexe que des mules transportaient par attelage de 20 animaux. À l'apogée de l'extraction, Death Valley Junction rassemblait un bâtiment administratif, un local de l'entreprise, un dortoir, l'hôtel, une salle communale pour les repas, un gymnase, une salle de billard et un glacier. Une fois montés des profondeurs, des mineurs couverts de poudre blanche et assommés par le soleil se délectaient de glace. L'âme de cette civilisation devait résider dans ces morceaux de bravoure. Qui sur cette planète avait osé manger un sorbet en plein désert? On trouvait la même arrogance et le même désir de dissociation dans les projets X1 et le programme. La négation de l'environnement pour mieux le sublimer. Épuisés et repus, les mineurs et leurs familles avaient quitté les lieux en 1888. L'année où un autre illuminé, le peintre hollandais Vincent van Gogh, avait refusé une bonne fois pour toutes de prêter oreille aux soubresauts du monde. À cet instant, Thomas aurait pu se trouver dans un de ces tableaux, au Mexique, dans un western ou dans le futur. Ses pieds ne lui indiquaient qu'une chose. Ce sol poussiéreux et pâle, sec comme une peau de serpent, n'avait rien à voir avec l'étoffe gorgée de vie des sentiers qu'il connaissait chez ses parents. Le soir venu, une fois un abri trouvé, si seulement les longs filaments d'Internet arrivaient jusque-là, il relirait ses notes sur Martha Beckett, la fondatrice de l'opéra. Il chercherait des captations de ses spectacles. Un film documentaire avait été consacré à la longue Dame brune. Il faudrait le retrouver. Au pire, il lirait de simples comptes rendus écrits. Hélène en avait forcément déniché de son côté. Selon toute vraisemblance, cette ancienne danseuse de Broadway s'était produite sur cette scène jusqu'à l'âge de 80 ans passés. La légende disait que cette New-Yorkaise d'une très grande beauté avait découvert les lieux avec son époux en 1967, à l'âge de 43 ans, après qu'un pneu crevé eût stoppé leur voiture à proximité. À l'intérieur du bâtiment longtemps abandonné, elle avait peint pendant des années d'immenses fresques murales inspirées par les tableaux de la Renaissance. Un public composé d'une famille royale d'ascendance espagnole, d'ecclésiastes, de clercs, d'indiens jongleurs et de courtisanes. Les prostituées d'un bordel des environs, baptisé Chicken Ranch, venaient une fois par mois s'instruire à l'opéra. Tout y prenait vie. En 1980, son coureur de mari l'avait quittée et elle était restée poursuivant son immense tâche. Tom, l'homme à tout faire du coin, un sympathique moustachu amateur de trains électriques, lui donnait un coup de main. Contaminé par sa puissance créatrice, l'individu qui vivait alors avec un émeu avait fini par l'accompagner sur scène et était devenu son compagnon. Chez eux, il recueillait les chats du coin pour éviter que les coyotes ne les dévorent. Depuis les années 60, elle dansait en tutu au milieu du désert, des ânes et des chevaux sauvages. Les gens traversaient la vallée de la mort pour assister à ces pirouettes. Des autocars avaient même été affrétés depuis New York afin que ses anciens camarades de Broadway assistent au spectacle. Après avoir sauvé le village de l'abandon, elle l'avait tout simplement acheté, car ce genre de choses-là était possible sous cette latitude. Le numéro des deux énergumènes attirait curieux et gens du coin, parfois même quelques célébrités. Ray Bradbury, l'auteur des Chroniques martiennes et de Fahrenheit 451, avait assisté au spectacle et, de son propre aveu, y avait versé des larmes. Lui qui avait rêvé de livres brûlés au lance-flammes,
pleurait pour une veuve dansant, avec la mort, les pieds dans le sable. Souvent, elle valsait seule sur une musique de sa composition, en portant les costumes qu'elle avait cousus. Thomas aurait voulu voir ses mains osseuses veinées de bleu. Cela le rassurait de savoir que parmi tous les auteurs ayant averti l'humanité qu'extraterrestres, robots ou machines pensantes provoqueraient un jour sa fin, l'un d'entre eux, un intellectuel au large sourire, attribuant l'origine de son illustre carrière au fait qu'un jour, dans une fête foraine de Waukegan au bord du lac Michigan, un magicien itinérant pointe sur ses 2 épaules et son nez un sabre électrique et lui lance, alors que ses cheveux se dressaient sur sa tête, « Sois immortel !» Cela le rassurait donc que cet homme, devenu vieux et célèbre, soit venu jusqu'en ce lieu pour vérifier que l'étrange courant parcourant les êtres fantasmagoriques passait encore par là. Laurent Barden à la musique, composition, interprétation, improvisation. Harold Schlowicki à la vidéo que vous avez vu tourner. Et en l'absence de Fabrice Lucchini occupé ailleurs, c'est moi qui ai dû m'y coller, mais... Bonsoir, un clou chasse l'autre. Oui. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je pense que après cette lecture, il est inutile de vous présenter Arnaud Sagnard. Mais juste dire quand même que La Vallée a paru il y a un petit mois, aux éditions du Seuil. Avant que j'oublie, je peux dire aussi qu'il y aura une signature à la fin et qu'il faudra, si vous n'avez pas déjà le livre, aller vous le procurer dans la librairie qui est juste en face de l'autre côté de la rue. Et revenir vous le faire signer. Peut-être, en fait, comme on vient d'entendre des extraits du texte, et que le langage, le roman, en fait, effectue un vrai travail sur le langage, et notamment à partir de cette idée que le langage du code et l'informatique est un langage. Et je voudrais savoir comment vous avez intégré ça à votre écriture, cette idée du langage informatique. Alors d'abord, c'est drôle parce qu'il y a 2 ans, j'étais ici au même endroit à peu près à la même heure, presque à un jour près, je crois, et j'avais dit dans la discussion que je bossais sur un livre lié, dont le héros serait un codeur informatique. Et une personne qui était dans la salle après était venue me voir pour dire je suis intéressé, moi je suis codeur et tout. Et je lui ai dit moi ça m'intéresse, mais pour le coup j'y connais rien. Et il m'a dit il y a un livre à lire qui s'appelle, alors le titre anglais c'est Geek Sublime, je crois qu'il a été traduit en français, enfin le titre français est le même, que j'ai lu, et qui est une espèce de mise en perspective de l'importance du code depuis le début de l'humanité à maintenant, hyper intéressant. Mais je me suis dit, je vais m'arrêter là, parce que, étant journaliste de profession, mon premier réflexe consiste, je me dis, je vais me documenter à fond. Et en fait, très vite, j'ai remarqué que je mets le frein à main pour me dire, en fait, je préfère inventer, quitte à me gourer, mais parce que sinon, je vais être trop prisonnier, par exemple, de la réalité du code, et que donc, je vais essayer de me documenter un minimum, quitte à ce que les vrais codeurs rigolent à voix haute si jamais ils lisent le livre. Mais tant pis, parce que je pense que l'approche personnelle
d'un langage, vu que je m'exprime par un langage, eh ben, il faut que ça passe par le mien. Donc, tant pis s'il y a des bêtises. Tout à fait, mais ce que raconte aussi, ce que fait Thomas, votre protagoniste, c'est qu'il invente un langage quand même avec le code. Il y a un jeu, un vrai jeu avec le... C'est-à-dire que lui, contrairement aux codeurs qui sont souvent prisonniers de leur... parce que c'est un boulot de malade mental, quoi. C'est vraiment un boulot de bénédictin. Lui, il est un espèce de superviseur, donc, et il a un don particulier, ce qui fait son importance et ce pourquoi un mec l'a repéré quand il était encore dans sa campagne à écrire sur son ordinateur et l'a fait venir à Paris, puis après dans la Silicon Valley, c'est que lui, il a un don, c'est que face à des lignes de code qui, déjà pour les profanes, c'est imbitable, mais lui, il repère les erreurs. Or, une erreur dans le langage codé, c'est une virgule qui est à la place d'un point-virgule, une lettre cap qui est en bas de case. Enfin, c'est des choses très infimes, sauf que lui, il les repère directement, ce que n'arrivent pas à faire les IA. Donc, il est méga précieux, d'où sa trajectoire fulgurante de la campagne jusqu'à San Francisco. Cette trajectoire, justement, vous la décrivez comme une trajectoire qui va de la Terre. Donc, c'est un garçon qui a grandi dans une ferme très proche de la Terre et qui, en fait, de par son travail dans l'informatique, s'éloigne de la Terre. Et je me demande si, profondément, vous avez l'impression, vous, que l'informatisation du monde se fait forcément contre la Terre. Et j'en ai bien peur. C'est même plus que... c'est une autre matière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire sur les matières. Donc, du coup, j'ai fait vraiment un truc basique. Je me suis dit, je voulais écrire déjà sur la campagne, sur la réalité de ce monde-là, parce que c'est avant tout un monde de matière, donc ce que je disais tout à l'heure, à savoir de la boue, des animaux, les plantes, etc. Donc, je voulais opposer ça de manière un peu frontale, avec le monde dans lequel on est entré et qui s'accélère d'une vitesse fulgurante, qui est un monde qui semble être dépourvu de matière. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la dématérialisation. Je crois qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je voulais que cette différence qu'on sent tous, quand même on habite à la ville, on est encore tributaire de trottoirs, d'immeubles, les murs sont pas assez épais, on entend les voisins et tout, on est encore tributaire de la matière, mais on a tous capté qu'on est en train de basculer vers autre chose. Donc, je me suis dit, il faut choper un personnage qui est la cheville ouvrière du basculement, parce que ça peut permettre d'incarner en un seul personnage cette chute. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt une chute qu'autre chose. Et qu'est-ce que c'est qu'on est confronté à ça en tant qu'individu, quoi ? Est-ce qu'il va sauter de la table ou pas, quoi ? Ce qui reste dans tout ça, c'est le corps, en fait. Et c'est la relation amoureuse qui construit, qui est une relation forcément sensuelle, et peut-être la chose qui l'arrime quand même au... Oui, parce que il est pas. Le fait est que quand il arrive à Paris, il rencontre sa voisine et il tombe amoureux et voilà, une histoire commence. Et alors, à la fois, il y a l'importance du corps comme arrimage, c'est un très bon mot, et en même temps, il commence à comprendre en découvrant l'amour que ça, c'est une forme de dématérialisation, ce qui est la plus mystérieuse de toutes. On ne sait pas comment ça fonctionne. Or, c'est ça qui porte en partie l'humanité tout entière. Donc, entre la dématérialisation qui consiste via la boîte pour laquelle il travaille, à ce qu'on puisse chacun pour avoir nos héros préférés, nos super-héros, et on sera tous enfermés dans notre propre imaginaire, enfin, qui est en fait l'imaginaire qui est vendu par les grandes majors américaines. Là, il va tester, il est en train de fabriquer une dématérialisation d'entertainment, et lui-même, il découle la dématérialisation de l'amour. Donc, c'est un espèce de basculement très important pour lui. Franqueur, le personnage que vous inventez, qui est son mentor, un peu son maître à penser, lui dit dans une lettre qu'il a pour objectif, lui, par le travail qu'ils font dans le programme, de répudier, tordre et arranger le réel. Et je me demande si c'est pas précisément ce qui est censé faire le roman. C'est très juste. Sauf que,
quand on écrit un roman, effectivement, on tord du réel, enfin on s'inspire du réel et on en fabrique un autre. Donc c'est une forme de torsion et il faut tordre le langage pour que ça soit bien, pour que ça soit incarné et que ça représente quelque chose. Mais on le fait dans notre chambre et à la rigueur, on va tordre les yeux ou le cerveau, si on est vraiment très fort, que des centaines, milliers de lecteurs, dizaines de milliers de lecteurs qui vont nous lire. Et on n'oblige absolument personne à le faire. Or, les mecs comme Franqueur, eux, ils fabriquent un réel et ils tordent le réel, voire ils nous coupent du réel pour des millions de gens, des dizaines de millions, des centaines, des milliards. Et surtout, ils le font avec un agenda, et qui est un agenda qui n'est pas le même que celui d'un écrivain qui essaye éventuellement de plaire, mais qui, avant de plaire même, essaye d'abord d'exprimer quelque chose. Eux, ils n'ont rien à exprimer, jusqu'à récemment, où là, l'agenda, pour le coup, il y a qu'à voir l'actualité de la Silicon Valley a entièrement changé, quoi. Donc, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner, parce que le livre est adressé, enfin, est dédié à Philippe Ulrich. Le personnage de Franqueur, je me suis inspiré de quelqu'un qui existe, qui vit dans le sud de la France, qui était un mec hyper important dans les années 80, qui a fabriqué les jeux les plus fantastiques et qui a fait énormément d'autres choses, qui avait un peu genre 10 ou 20 ans d'avance sur plein de mecs de maintenant, mais qui, contrairement aux mecs de la Silicon Valley, lui, était au service d'un imaginaire et à créer des choses fascinantes et qui n'étaient pas là pour dominer ceux qui utilisaient ces outils-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était un ingénieur du non-chaos, parce que c'était important de le dire. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas, je pense, qu'on a un peu oublié, alors que le mec était vraiment ultra, ultra fort. Oui, alors effectivement, il y a ces idées de dystopie ou d'uchronie, vers quoi cet univers de science-fiction nous amène. On pense, enfin moi j'ai pensé en vous lisant en tout cas à Alain Damasio un petit peu, et puis à Black Mirror, mais aussi parce que vous écrivez sur les séries. Et je me demande à quel point vous êtes un lecteur de science-fiction et à quel point ce roman est un roman de science-fiction. Alors, moi je ne crois pas que ce soit de la SF. En fait, déjà, au début, je me suis dit, ça va être une dystopie. En fait, je crois même qu'il faut abandonner le mot dystopie parce qu'on vit déjà dans une dystopie. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est à partir du moment où on a un mec qui a fait le salut nazi devant des centaines de millions de gens et ça n'a même pas plus de conséquences que ça, que simplement d'être un sujet de conversation, c'est qu'on a vraiment basculé dans autre chose. Là, il y a une espèce d'accélération qui je pense qu'il n'y a peut-être jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, la SF, moi j'en ai lu, comme beaucoup de garçons et de filles, j'espère, à l'adolescence. Je ne sais pas pourquoi la plupart des gens abandonnent la SF aux alentours de 20 ans et des brouettes. J'en ai un peu repris, comme ça, de temps en temps, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de SF, en partie parce que je pense que la SF américaine, pendant des années, a été hyper mal traduite. Donc quand on le lit, c'est un peu cheap. Ce qui n'est pas le cas d'Alain Damasio. Alain Damasio, je pense, c'est quelqu'un de très important, et du point de vue de ce qu'il écrit, et du point de vue de ce qu'il perçoit. Alors quand j'ai vu qu'il a écrit un bouquin qui s'appelait La vallée du silicium, je me suis dit, oh putain, ça va être compliqué. Qui est formidable. Hein. Qui est très très bien, qui devrait être... Alors je ne sais même pas s'il est traduit en anglais, mais je serais très riche. J'aurais des millions d'euros, je ferais traduire, ou des centaines de milliers d'euros, je ferais traduire ce livre en anglais, voilà. Ouais, mais pas, pour le coup par des vrais traducteurs. Je ferais traduire en anglais et je le distribuerais à tous les gens de la Silicon Valley, quoi. Parce que c'est un reportage qu'il a fait qui raconte de l'intérieur avec les gens concernés, alors que moi c'est une pure fiction, qui les interroge un peu, qui les met devant ce qu'ils sont en train de fabriquer. La plupart des gens concernés ne se rendent pas forcément compte justement de ce qu'ils sont en train de faire advenir, quoi. Donc pour le coup c'est très réussi et j'étais content que ce soit un reportage et pas une fiction, quoi. Il y a quelque chose qui est aussi au cœur du livre, donc on parle de la Silicon Valley et Thomas donc finit par aller à la Silicon Valley, qui est en fait le lieu évidemment qu'il appelle, qui est le lieu de la tech, mais qui est aussi de plus en plus, c'est donc au nord, à 800 km au nord de Los Angeles, qui est l'endroit de l'entertainment mondial, mais la Silicon Valley devient également le lieu du divertissement mondial de plus en plus, et vous êtes
en tant que critique de série, vous êtes aux premières loges pour observer ce basculement, et le roman raconte aussi ça, cette fusion de technologie et de divertissement. Est-ce que c'est quelque chose, ça, que vous voyez, vous, dans votre travail de critique et que vous avez voulu intégrer dans le livre pour ces raisons-là ? Oui, en fait, je pense que je suis influencé du fait que je regarde des séries à longueur de journée et que j'écris dessus. En fait, depuis des années, moi, je suis fasciné non pas par San Francisco, en plus pour y être allé plusieurs fois, San Francisco, c'est une ville où j'ai toujours eu un mauvais feeling et je trouvais que c'est une ville très... Avant même qu'il y ait la toute-puissance de la Silicon Valley, il y a 20 ans, c'était déjà une ville hyper chiante, contrairement à d'autres villes américaines, certes très belles, avec des beaux immeubles, des petites maisons et tout, mais il y avait un défaut de vie, je trouve, déjà à la base. Donc moi, j'étais longtemps, et j'ai fait plusieurs livres liés à la ville de Los Angeles, qui est pour le coup très différente et intéressante en tant que matrice de la fiction qu'on consomme, moi le premier en regardant des séries pour des besoins professionnels et aussi pour comme tout le monde, ou des films depuis, bref, comme tout le monde. Donc, et là, le fait que moi, ce que je racontais la Silicon Valley en tant que fabrication des réseaux sociaux, de l'IA, m'intéressait moins que d'y mêler la fiction, c'est-à-dire ce qu'elle n'a pas encore trop fait, ce qu'à mon avis qu'elle va finir par faire, puisque les patrons des grandes majors, j'ai lu l'accord signé il y a un an pour la suite à la grève, face à l'arrivée de l'IA, la grève des scénaristes et des acteurs. Quand on lit l'accord, c'est déjà une hallucination de compromis entre le métier de scénariste et d'acteur et ce qui est en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils échangent le fait de donner leur visage, leur corps, leurs répliques, leur voix, leur taille sur l'écran. Donc, ils sont donc destinés à être remplacés par leurs avatars, pour simplifier. Simplement, le fond de l'accord, c'est qu'ils l'échangent contre de l'argent. Oui, ils le monétisent. Voilà, ils le monétisent. Mais donc, ils ont perdu la bataille, quoi. C'est-à-dire que, sauf les grosses stars qui, eux, pourront avoir des contrats en disant non, vous ne me reproduisez pas à l'infini, quoi. Mais voilà. Donc, du coup, moi, la Silicon Valley en soi m'intéressait que si on la liait à la fabrique de la fiction. Or, lui, Thomas, il se retrouve être la cheville ouvrière du fait que plutôt que de consommer les films, les séries, les mangas ou quoi que ce soit via des outils, ce qui est encore toujours le cas, téléphone, ordi, tablette, que sais-je, on pourra le faire, et ce qui va pas tarder de nous arriver, directement dans l'œil. Donc du coup, là, déjà, c'est la fin de l'outil, donc c'est une révolution énorme. Et surtout, on pourra, tel que je l'imagine, on peut s'abonner à Spider-Man, à Son Goku, à Harrison Ford, Greta Garbo, et on pourra non seulement la voir dans son œil et lui parler, et là je la verrai, elle sera là au premier rang, etc. Donc je me suis dit, il faut pousser un peu le thermostat encore un peu plus loin, mais non pas dans le côté dictatorial, techno-fasciste qui est en train d'arriver, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est la fiction, donc vers la fiction, quoi. C'est quelque chose qui... en fait, je pensais aux studios Pixar, par exemple, qui sont déjà à San Francisco et qui produisent un divertissement de masse à grand renfort de technologie de pointe. Mais c'est quelque chose que vous voyez comme forcément délétère ? Ou est-ce qu'on peut imaginer... Je suis le premier consommateur, c'est ça le truc. Je suis le premier consommateur et il faut reconnaître ça aux États-Unis et à d'autres pays, mais en partie aux États-Unis, jusqu'à preuve du contraire. C'est qu'il y a, certes, c'est une industrie avec des pratiques problématiques, mais il y a et je pense que des gens ont dû creuser la question. Moi, je ne sais pas pourquoi cette partie-là du monde arrive à créer de la fiction depuis plus d'un siècle que regarde la moitié de l'humanité, quoi. C'est un truc qui est ultra fascinant, quoi. Et qui, in fine, raconte le monde qui est en train d'arriver. Et bossant sur les séries, du coup, j'en consomme beaucoup. Et là, je suis en train de regarder la saison 3 de The White Lotus, qui arrive bientôt, là, dans une dizaine de jours. Et j'ai eu un moment, je me suis dit, mais pour le coup, qui est très bien, qui est hyper dark. Et je me suis dit, mais en fait... ça raconte à tel point ce qui est en train de nous arriver, c'est que si on regarde un peu les grosses séries qui sont arrivées là depuis 20 ans, on a les Sopranos, une famille dont un mec qui
qui est en dépression tellement il vit dans un monde ultra-violent. The Wire, une ville sous toutes ses couches qui est soumise à une espèce de corruption totale. Mad Men, c'est quoi? C'est la chute et le vide du capitalisme, un mec qui tombe de l'immeuble comme on voit dans le générique. Sévrance, l'absurdité absolue du travail et ce que ça nous fait dans le cerveau. The White Lotus, des gens pétés de thunes qui vont dans les endroits les plus beaux du monde et qui en fait se prennent la tête, se détestent les uns les autres, pètent les plombs et ça finit mal. En fait, les messages que nous envoie, mine de rien, Hollywood, ça traduit l'espèce d'inconscient de notre époque, qui est hyper dark, quoi. Donc même ceux dont on pourrait dire ces salauds qui exploitent nos yeux, nos cerveaux, nos cœurs, en se faisant des milliards de dollars de bénéfices, eh ben en fait, mine de rien, ils racontent, ils mettent en image nos pulsions, notre inconscient et tout, et c'est hyper sombre. Ils le font même peut-être à leur corps défendant, mais le truc positif dans tout ça, c'est que ce qui demeure, c'est l'histoire. C'est le scénario, quoi. C'est l'écriture d'une histoire, non? C'est ça, mais bon, déjà les scénaristes à Hollywood, il y a eu des dizaines de bouquins écrits, notamment par les écrivains américains, parce qu'ils ont tous... Chandler et d'autres ont tous, à un moment ou un autre, été bossés pour les studios et généralement se sont mangés des claques énormes parce que se faisant maltraiter... et du coup se faisant broyer par la machine. Mais ils ont quand même réussi, et il y a encore d'excellentissimes scénaristes, mais faut savoir que moi je connais que les séries, mais je crois que les films c'est à peu près le même pourcentage. Dans le budget, le scénario, donc on a envie de dire c'est quand même l'idée, c'est quand même le socle, à minima, c'est 5% du budget. Donc, grosso modo, c'est les plus mal payés, peut-être à part les mecs qui s'occupent du décor, les machinistes et tout. Donc déjà, il y a quand même une forme de mépris total pour ceux qui bossent dans ce domaine-là, quand même ceux qui apportent les idées. Et par ailleurs, là, je viens de faire un papier sur l'utilisation de l'IA par les scénaristes. En France, ça commence à arriver, donc les gens me racontent comment ça se passe et tout, c'est intéressant. J'ai pas fait le versant américain, mais ce qu'on m'a raconté du versant américain, c'est qu'eux, ils en sont plus à l'étape de l'IA qui sert à écrire. Eux, ils en sont à l'étape de l'IA qui sert à décider si on greenlight, donc si on dit OK ou non à votre série ou votre projet. Donc, il faut que l'algorithme, à tel point que là, il y a des scénaristes qui ont monté, qui en ont marre, ayant marre de voir leur projet refusé, mais sans que quelqu'un leur dise vraiment, je sais pas quoi, t'as pas la star nécessaire, ou c'est trop un télo, ou au contraire, on l'a déjà vu 10 fois et tout. Là, ils n'ont même plus de réponse précise, parce que c'est en partie traité par des machines qui aident a priori, à minima, à prendre des décisions à des humains, qu'ils sont en train de monter des poules de scénaristes pour lire eux-mêmes les scénarios, sans passer par des machines, et éventuellement faire un espèce de lobbying pour contourner les machines. Donc ils ont un peu d'avance, mais c'est quand même méga flippant, quoi. C'est perdu, quoi. J'ai une dernière question à laquelle je vous demande de répondre sincèrement. Est-ce que vous avez, à quelques moments que ce soit de l'écriture ou des recherches pour le livre, utilisé l'IA ? Ah non. Non, en plus, je pense que ça va être assez vite un problème dans mon boulot, parce que... De romancier ou de journaliste ? Non, même de journaliste. Typiquement, j'en discute avec des collègues. Il y a des collègues, mais pas que, je pense dans tous les journaux, qui, lorsqu'ils font une interview... La déroche avec... la déroche, c'est pas eux qui la dérochent, précisément. Or, je pense que le dérochage est une étape hyper importante. Dérocher, ça veut dire grosso modo taper le script de ce qu'a dit la personne. Retranscrire, ouais. Retranscrire, y compris avec les je sais pas, et tout. Puis après, on rewrite et on change éventuellement l'ordre des questions parce que s'il y a une réponse qui est plus intéressante, il faut la remonter et tout. Moi, jusqu'à présent, je le fais moi-même. Alors, si je pense que c'est par crainte, parce que je veux pas déléguer, et en fait, on passe notre temps à tout déléguer, quoi. Donc, et précisément, il y a aussi un truc tout bête. Je me dis, mais attends, à partir du moment où les patrons, mon patron, nos patrons, verront qu'une machine peut le faire, pourquoi s'emmerder à payer un mec, cher ou pas cher, pour faire ce boulot-là ? Enfin,
à partir, on en revient au truc de la collectivisation il y a plus d'un siècle. C'est que et d'une, le travail sera mieux fait en passant par l'humain. Et de deux, on fait la démonstration en le faisant qu'on en est capable. Et donc, pourquoi utiliser des machines ? Enfin, il y a un moment, il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre, quoi. Le point de fuite un peu du livre, c'est l'évasion. Thomas, il cherche en fait par tous les moyens à s'évader. D'abord, il cherche à s'évader du Morvan. Ensuite, il cherche à s'évader du réel. Et ensuite, il cherche à s'évader de la Silicon Valley sans spoiler la fin. Et en revanche, ses parents, ils cherchent absolument à rester. Et c'est vrai que la tension entre ces deux impulsions m'émeut beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est générationnel, qu'il y a une génération qui cherche à rester et l'autre qui cherche à absolument partir, et vous vous situez où, vous ? Bonne question. Non, je pense que c'est lié à l'âge, c'est-à-dire qu'à 20 balais ou même à 15, on a envie de se barrer et on a raison, tant que c'est possible, parce que c'est quand même un truc de luxe aussi de pouvoir monter à la ville ou monter à la grande ville, voire changer de pays, aller faire ses études à l'étranger. Profitons-en. Je ne sais, moi j'en suis à l'étape de... on a vécu dans plusieurs endroits, enfin plusieurs villes de France et tout, donc bouger, je suis pour, tant que c'est possible, allons-y. Après, je ne connais pas assez bien les gens qui ont 20, 25 ans maintenant pour me rendre compte, est-ce que ce désir-là est aussi fort ou pas ? J'ai l'impression, mais je peux entièrement me gourer, que ce désir-là est peut-être moins fort parce que ce que j'observe dans mon cubicle où je travaille, c'est que donc en tant que journaliste, que l'envie de sortir et d'aller sur le terrain qui est le mot-clé du journalisme, elle me semble être moins grande chez les générations nouvelles. Puisque déjà, la plupart n'a pas le permis, donc déjà, tu ne vas pas pouvoir aller sur le terrain, on ne va pas te mettre un chauffeur non plus pour partir en reportage. Il y a la crainte de l'utilisation du téléphone, de téléphoner les gens, je vais les déranger. Ben ouais, mais ton métier consiste précisément à déranger les gens. Donc j'ai l'impression que le rapport au réel n'est pas exactement le même, mais il faudrait creuser la chose. Là, c'est vraiment des impressions à vue de nez, quoi. Merci beaucoup, Arnaud Sagnard. Signature... dans l'entrée, achat du livre en face. Oui, les librairies EXC qui est pile en face. Voilà. Merci beaucoup.